Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après un séjour à New York, aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État y était pour prendre part à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Vous l'entendrez dans cette édition. La SOTRA, Société des transports abidjanais, fait le point de ses activités. L'entreprise renaît après la crise post-électorale. Les résultats au niveau financier sont positifs et les perspectives économiques réjouissantes selon l'équipe dirigeante de l'entreprise. Ce dimanche 29 septembre a été célébrée la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Pour éviter ces maladies, les hommes de santé conseillent aux populations la pratique du sport. Et la Guinée dans l'attente des résultats des premières élections législatives libres du pays qui se sont déroulées dans le calme hier. Malgré les craintes de violence, le dépouillement des bulletins de vote s'effectue dans un climat de tension. Bonsoir à tous. Merci de choisir le journal du RTI1 pour vous informer. Le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après un séjour à New York aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État y était pour prendre part à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. À son arrivée à l'aéroport en compagnie de son épouse, le chef de l'État a été accueilli par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres du gouvernement et le secrétaire général de la présidence de la République. Le président Alassane Ouattara, sachez-le, a passé presque une semaine aux États-Unis d'Amérique où il a eu plusieurs rencontres en marge de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU, dont les travaux ont démarré le mardi 24 septembre dernier. Et à son arrivée cet après-midi à l'aéroport d'Abidjan, le président de la République s'est adressé à la presse pour faire le point de sa mission aux États-Unis. On écoute le chef de l'État. J'aimerais surtout insister sur la rencontre bilatérale que nous avons eue avec le secrétaire général des Nations Unies, M. Ban Ki-moon, et avec lequel, bien évidemment, nous avons évoqué la situation en Côte d'Ivoire. De ses propres termes, c'est une situation qui s'est normalisée. La sécurité est bonne et nous sommes félicités de l'exceptionnelle performance de la Côte d'Ivoire dans les différents secteurs. Et d'ailleurs, en raison de cela, je lui ai confirmé notre décision de réduction des effectifs de l'ONUCI et du redimensionnement de la mission compte tenu du nouveau contexte que nous vivons actuellement. Nous avons parlé bien évidemment du renforcement des équipements pour les forces républicaines de Côte d'Ivoire en matière d'équipement mais également de formation. J'ai beaucoup insisté sur le soutien que nous souhaiterions avoir des Nations Unies et de la communauté internationale pour le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion. Car nous avons à peu près 55 000 jeunes encore à démobiliser et pour lesquels nous voulons trouver des emplois. Et je lui ai dit que ceci était essentiel pour parfaire la situation sécuritaire qui s'est fortement améliorée ces temps-ci puisque l'indice sécuritaire est passé de 3,8 en début 2012 à 1,4 à fin août. En tant que président de la CEDEAO, j'ai évoqué avec le secrétaire général des Nations Unies la question de l'organisation des élections en Guinée-Bissau. Et là également, les financements sont bouclés grâce au soutien des pays de la CEDEAO d'abord et de la communauté internationale. Donc ces élections pourront avoir lieu le 24 novembre prochain, 24 novembre 2013. Nous avons, au titre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, parlé de la situation en Centrafrique. Et là également, les Nations Unies ont adopté une position de soutien au processus politique en République centrafricaine. Nous avons participé également à une rencontre organisée par Mme Clinton, son époux et sa fille pour la protection de la faune, notamment des éléphants. Donc c'était une réunion importante pour nous, puisque la Côte d'Ivoire, c'est la Côte d'Ivoire, l'ivoire provenant de l'éléphant, et l'éléphant étant notre emblème national. Donc nous avons
demandé que pour la protection des éléphants, la Fondation Clinton puisse nous venir en soutien quand nous aurons des dossiers spécifiques à leur proposer. J'ai enfin participé à une rencontre organisée par le Premier ministre japonais, Shinzo Abe, concernant donc des échanges sur le développement agricole de l'Afrique, et nous avons échangé sur les voies et moyens de renforcer le développement agricole du continent, compte tenu bien sûr du degré de pauvreté. Mais j'ai indiqué que pour la Côte d'Ivoire, l'agriculture a toujours été une priorité dans notre pays. Il était aussi en mission à l'étranger. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a regagné Abidjan aujourd'hui. Il était à Montréal, au Canada, où il a participé au 6e forum économique dénommé Forum Africa 2013. Et la Côte d'Ivoire, en raison de ses performances économiques réalisées depuis la fin de la crise post-électorale, a été choisi comme pays vedette de ce forum. Le chef du gouvernement ivoirien a fait une communication sur le thème « Le Canada, un partenaire de la Côte d'Ivoire pour l'émergence ». Daniel Kablan-Duncan, également ministre de l'économie et des finances, a eu plusieurs entretiens avec des partenaires économiques, investisseurs et autorités politiques canadiennes. La République populaire de Chine vient de célébrer son 64e anniversaire, bien compté donc. Cet anniversaire a été aussi célébré en Côte d'Ivoire. Le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, était aux côtés de l'ambassadeur de Chine. Les deux personnalités ont parlé de coopération sino-ivoirienne. Le reportage de Kadi Soumoro est commenté par Honoré Naingori. La République populaire de Chine marque d'une pierre blanche les festivités de sa fête nationale en terre ivoirienne. Plusieurs générations d'Ivoiriens et de Chinois attachés aux valeurs de justice, de solidarité et de progrès social étaient aux côtés de l'ambassadeur de Chine. Selon Chang Koking, la coopération entre la Chine et la Côte d'Ivoire ne cesse de porter des fruits, notamment le Palais de la Culture, la Maison des députés à Yamoussoukro, l'hôpital de Gagnoa, pour ne citer que ces exemples. Il se réjouit de la prochaine visite de Guillaume Soro, président de l'Assemblée nationale en Chine, sur invitation de son homologue chinois en novembre prochain. Pour lui, tout ceci concourt au renforcement de la coopération bilatérale. Nous restons toujours ensemble parce que nous sommes tous des pays en voie de développement, nous avons des similitudes. Pour avoir un développement durable, nous devons rester toujours côte à côte. Paul Kofi, représentant le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, souligne que la coopération sino-ivoirienne est un modèle parce que, dit-il, c'est une relation qui a un impact direct sur l'amélioration des conditions de vie des populations. La Chine a toujours été à nos côtés et à l'occasion de cet anniversaire de leur indépendance, nous ne pouvions pas manquer cette occasion. Donc, en l'absence du ministre d'État, dont j'attire l'intérim, au nom du président de la République, nous associons pour être présents et manifester notre amitié et notre profonde gratitude pour la Chine, pour tous les efforts que ce pays a accomplis pour notre développement. Pour traduire l'engagement de son pays à soutenir l'État ivoirien dans sa politique sanitaire, l'ambassadeur de Chine a fait un don de médicaments. Des médicaments composés d'antipaludiques et de paracétamol fabriqués par les laboratoires ivoiro-chinois. Et pour cette célébration, le ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi, vous l'avez constaté, était représenté par le ministre en charge de la Défense, Paul Kofi. La Sotra, société de transport abidjanais, fait le point de ses activités. L'entreprise renaît après la crise post-électorale. Les résultats au niveau financier sont positifs. Les perspectives économiques et sociales sont réjouissantes selon l'équipe dirigeante de l'entreprise qui vient d'organiser une rencontre avec la presse. Christelle Menant, Justine Seguiké. Un véritable bond en avant de la société des transports abidjanais Sotra après avoir frôlé la faillite en 2010. Un an après l'adoption d'un plan stratégique de redressement dénommé Contrat Sotra 2016, l'entreprise est sur une pente positive. À en croire l'évolution du résultat net qui est passé de moins 9,5 milliards de francs CFA en 2010 à moins 160 millions de francs CFA en 2012, soit une progression de plus de 9 milliards de francs CFA.
La trésorerie négative de 5,7 milliards a fait place à une capacité d'autofinancement de 5 milliards de francs CFA. Avec une masse salariale occupant 87% du chiffre d'affaires, les dirigeants arrivés à la barre en avril 2011 ont été contraints d'adopter un plan social. 1000 salariés en chômage technique, dont 674 finalement licenciés et indemnisés entièrement depuis janvier 2013 à hauteur de 3,7 milliards de francs CFA. En 2010, seulement 90 autobus disponibles pour 650 000 usagers quotidiens. Au 25 septembre 2013, 615 autobus et 15 bateaux-bus en ligne. Jusqu'en 2016, ça serait 50 bateaux-bus en ligne. Avec ça, pour l'espace que nous desservons actuellement, ça serait une part importante pour assurer le transport sur la lagune dans un système intégré avec le mode routier, le mode ferré et le mode lagunaire. Des autobus plus solides, exploités selon un ratio de 3 machinistes pour un autobus, portent l'investissement global à 31 milliards de francs CFA en 2013. Ces progrès effectueux rassurent les établissements bancaires et le gouvernement ivoirien. La SOTRA va bénéficier d'une restructuration financière permettant de rétablir les fonds propres de la société à hauteur de 3,3 milliards de francs CFA accordés par le président de la République. Conscient du rôle économique et social de la société, cette restructuration est une opération de compensation des dettes et créances entre l'État de Côte d'Ivoire et la SOTRA. La SOTRA est donc de retour et envisage 2014 comme l'année d'amorce du développement qualitatif. Elle prévoit l'emploi de près de 1500 personnes, la construction de logements pour les travailleurs et la mise en ligne de 1000 autobus d'ici fin 2013. La Poste de Côte d'Ivoire va bientôt mener une vaste opération d'adressage. Désormais, les rues et autres constructions sur le territoire auront une adresse précise. L'opération va s'effectuer à partir d'un système de cartes et de panneaux mentionnant les numéros ou dénominations pour les responsables de la Poste. À terme, l'opération devrait faciliter notamment la distribution du courrier. On en sait plus avec Alvora Sarr. En Afrique, environ 22% des habitants reçoivent leur courrier directement à domicile. Les autres devront aller le chercher dans une boîte postale. En Côte d'Ivoire, l'absence du système d'adressage, c'est-à-dire la localisation sur le terrain d'une voie ou d'une unité d'occupation, oblige la Poste à fonctionner avec la distribution en boîte postale, ce qui ne lui permet pas de satisfaire entièrement ni aux normes de distribution fixées par l'Union postale universelle, ni aux attentes de la population en la matière. La Poste de Côte d'Ivoire a donc décidé de mener les jours à venir une vaste opération d'adressage du pays, en commençant par la ville d'Abidjan. Vous voyez, avec tout ce que nous connaissons comme moyen de communication, quelqu'un peut vous dire aujourd'hui qu'il est au téléphone qu'il est à tel endroit alors qu'il est juste à côté de vous. Toutes les arnaques auxquelles nous assistons aujourd'hui à travers le net, à travers le téléphone, tout cela est dû au fait que des gens sont assurés de ne pas pouvoir être retrouvés. Mais avec l'adressage, si chaque citoyen a une adresse, ça va faciliter tout ceci. Les pompiers pourront vite s'orienter pour aller vers les lieux où des personnes ont besoin de secours. Pour les responsables de la Poste, l'adressage efficace des voies et des unités d'occupation faciliterait la distribution du courrier, contribuerait au développement de son activité et permettrait la création d'emplois dans le cadre de la lutte contre le chômage. Rappelons que cela se fera en collaboration avec des structures comme la Direction générale des impôts et le Bureau national d'études techniques et de développement, BNET. Nous sommes le 29 septembre aujourd'hui et c'est la journée mondiale de lutte contre les maladies cardiovasculaires. Pour éviter ces maladies, les hommes de santé conseillent aux populations la pratique du sport. Pour la Fédération mondiale du cœur, par exemple, les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires sont notamment l'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, le manque d'exercice physique. Le reportage de Patricia Omouetia. L'obésité, les mauvaises habitudes alimentaires, la consommation de tabac et le manque d'exercice physique constituent les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires.
C'est pourquoi le thème de cette année est axé sur le courage et la volonté des populations à prendre la route qui conduit à un cœur sain en pratiquant une activité physique. 32,3% de la population adulte est encore sédentaire. Donc il y a encore du challenge, c'est un challenge, il y a encore du travail à faire. La pratique régulière de l'activité physique, c'est la base de la prévention des maladies chroniques, en particulier des maladies cardiovasculaires. Nous avons une direction du sport de masse et du sport féminin qui organise chaque week-end, chaque samedi matin, une randonnée, une petite marche à Benjerville pour maintenir la santé. Des campagnes de sensibilisation, des campagnes de dépistage de l'hypertension artérielle, de l'obésité sont organisées par les fondations et ONG. L'invitation lancée à l'occasion de la Journée mondiale du cœur a pour but de faire connaître au grand public, à travers des conférences, les principaux facteurs de risque des maladies cardiovasculaires ainsi que les moyens de les combattre. Parlons maintenant du cancer. Comment prendre en charge les malades? La question était au centre d'une rencontre internationale qui vient de se tenir à Abidjan. La rencontre a réuni des spécialistes africains et européens. Et bien pour soulager les malades du cancer, ces spécialistes proposent la légalisation de la morphine. On en parle avec Francis Boifo. Après 4 jours de travaux à Abidjan sur la prise en charge de la douleur en cancérologie, les spécialistes du cancer venus des pays africains et européens sont parvenus à plusieurs recommandations. La formation du personnel à reconnaître et évaluer la douleur pour une meilleure prise en charge des patients. Un plaidoyer auprès des décideurs pour l'obtention facile et sans interruption de la morphine en poudre. La morphine en poudre est un médicament contrôlé dérivé de l'opium. Il coûte moins cher que la morphine commercialisée sous forme de pilules ou de sirop. La morphine est principalement utilisée dans un cadre médical pour traiter la douleur, notamment après des opérations chirurgicales ou lors des soins palliatifs, mais dans un délai relativement court. Et ce genre de réunion permet de rédiger des plaidoyers vis-à-vis du gouvernement de Côte d'Ivoire et montrer les expériences des autres pays où l'accès aux médicaments est gratuit, afin que notre pays, à travers l'assurance maladie universelle, puisse faire en sorte que le cancer soit une priorité et que tous les cancéreux puissent bénéficier gratuitement des traitements tels que la chimiothérapie et les médicaments palliatifs. À cette rencontre organisée par l'Association de soins palliatifs de Côte d'Ivoire, en collaboration avec l'Alliance mondiale contre le cancer et plusieurs partenaires, les cancérologues ont identifié plusieurs causes liées à la prolifération des maladies cancéreuses en Afrique. Ce sont entre autres le diagnostic tardif dans 80% des cas et l'absence d'une politique préventive. L'OMS indique que le cancer touche en moyenne plus de 10 millions de personnes par an et a occasionné environ 8 millions de décès en 2008 dans le monde. Le cancer du col de l'utérus touche aussi un nombre important de personnes en Côte d'Ivoire. Des hommes de santé, membres d'une ONG, viennent d'organiser une campagne de dépistage dans la localité de Toumoudi. 5000 femmes dépistées, 192 ont été déclarées positives. Elles seront prises en charge. Près de 5000 femmes dépistées du cancer du col de l'utérus et éduquées à l'autopalpation des seins. C'est le bilan de la campagne menée par l'ONG ULIC International à Toumoudi en 2012. Médecins et infirmiers ont sillonné une dizaine de localités pendant 20 jours. Environ 40 millions de francs CFA. C'est le coût de la campagne financée en grande partie par la fondation Atef au Maïs. Une unité mobile et une technique de dépistage révolutionnaire, 3 fois moins chère que le frottis, ont permis de dépister parmi ces 5000 femmes 190 lésions cancéreuses, 2 cancers du col de l'utérus et 2 cancers du sein. 93% des lésions cancéreuses ont été traitées et les cas les plus graves orientés vers des centres de santé plus équipés. Pourquoi aller jusqu'à mourir de ce cancer-là quand on a les possibilités de l'attraper à temps, de le soigner à 100%? Tout ce qui manque, c'est l'information aux femmes, qu'elles sachent de quoi il s'agit, pourquoi il faut aller se faire dépister et surtout ne pas avoir peur de le faire. 6 000 nouveaux cas de cancer de col de l'utérus sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. C'est le premier cancer chez la femme. Les facteurs de risque proviennent entre autres d'une activité sexuelle avant 20 ans, de la multiplicité de partenaires et du tabac. Un vaccin existe pour les filles de 9 à 11 ans. Chez les plus âgés, détecté très tôt au stade de l'infection virale, il peut être guéri à 100%.
Ces campagnes, soutenues par le ministère de la Santé, visent à réduire la prévalence du cancer du col de l'utérus de 15% d'ici 2015. Prochaine étape pour l'ONG Willik International Grand Laou, où elle espère atteindre 5000 autres femmes et bientôt toute la Côte d'Ivoire. Fermons le chapitre santé. Parlons de ces experts ivoiriens et africains issus de plusieurs secteurs d'activité qui viennent donc de se réunir à Abidjan pendant une semaine. C'était à l'Institut des sciences et techniques de la communication. Au menu de leur rencontre, la bonne gouvernance en Afrique. Ces experts ont proposé des solutions pour le développement du continent. Francis Boifou. Médias et construction de la démocratie. Bonne gouvernance, enjeux et défis pour une Côte d'Ivoire émergente. Au total, 20 sujets d'intérêt économique, politique, culturel et religieux ont été abordés durant 5 jours avec des participants issus de toutes les couches sociales. Des participants qui apprécient cette première édition des universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance, une plateforme d'échange. On voit que les questions de gouvernance ne sont plus des paroles en l'air, mais c'est une problématique qui est au cœur et au centre du développement de nos jeunes États. Ce que je note, l'esprit civique et la haute idée de ce que c'est que l'État. Un homme d'État doit se considérer comme au service du peuple. L'homme d'État n'est pas à son propre service. Les initiateurs de ces journées de discussion se disent également satisfaits. Un éveil de conscience, aussi bien pour les gouvernants, les dirigeants, les décideurs, que pour le citoyen lambda. La gouvernance démocratique, c'est la meilleure façon possible de gérer les biens de la cité au bénéfice de la population que l'on a en charge. Et la citoyenneté responsable, c'est la prise de conscience de l'intérêt général, de sorte à œuvrer au quotidien par son attitude, ses pensées, ses comportements à la croissance de tout ce qui constitue la richesse, le patrimoine national. Les universités de la citoyenneté et de la bonne gouvernance visent à améliorer la gouvernance dans les secteurs de la vie, à l'instar des universités de l'été en France. Le modèle ivoirien était à sa première édition. 94 000 enseignants du primaire et du secondaire vont recevoir pour cette année académique des ordinateurs portables. Ce projet dénommé « Un enseignant, un ordinateur » est initié par la direction de la mutualité des œuvres scolaires DEMOS. Doigt des lasers. Visage gai, souris aux lèvres, ces enseignants du primaire et du secondaire viennent de recevoir chacun un ordinateur portable. Ils font partie des 2500 premières personnes à souscrire à l'opération Un enseignant, un ordinateur. Un projet initié par la direction de la mutualité des œuvres scolaires pour permettre aux enseignants de maîtriser l'outil informatique et de faire des recherches via Internet. Le président Félix Houphouët-Boigny l'a dit déjà avant lui que les véritables analphabètes du 21e siècle, c'est ceux qui ne maîtriseront pas l'outil informatique. Et fort de cette assertion, nous avons postulé à avoir cet ordinateur. Mais il faut dire que c'est un exemple que nous donnons aussi à nos collaborateurs. Nous sommes à l'heure de l'informatique et pour s'ouvrir au monde, il faut bien qu'on passe par l'Internet afin de pouvoir donner une bonne éducation aux enfants. La directrice de la DEMOS rassure. Toutes les dispositions sont prises pour satisfaire les souscripteurs. Pour Joséphine Ouattara, aucun enseignant ne doit rester en marge de l'outil informatique. Du fait même de la volonté de Madame le ministre de l'Éducation nationale à introduire les TIC au niveau du programme de l'enseignement, tout le monde est obligé de se mettre à la page. Il y a à peu près 94 000 fonctionnaires, mais bon, c'est tous ceux qui voudront bien prendre. 200 souscripteurs sur les 2500 enregistrés ont reçu leurs ordinateurs. Le coût global est estimé à 42 millions de francs CFA. Le pèlerinage 2013 de Lourdes en France reste encore gravé dans la mémoire des Ivoiriens pèlerins de cette édition. Ils disent avoir été marqués surtout par les actes d'humanité posés dans les sanctuaires. Eugène Atoubé pour nous en parler. Dirigeant un fauteuil ou un brancard de malades ou handicapés, ils sont partout, au sanctuaire de Lourdes, toujours aux petits soins de cette importante frange de pèlerins. Ce sont des bénévoles de tous âges et de toutes conditions. S'ils sont d'origine différente, leur motivation est cependant commune, le service. À Lourdes, ces bénévoles enfants
adultes, hommes et femmes, démontrent leur engagement à ressembler au Christ et durant tout le pèlerinage, leur conduite et leur comportement ont été la traduction concrète des valeurs de solidarité, de charité, d'amour aussi, comme enseigné par l'Église. Quand on est à Lourdes, on comprend ce que l'Église dit quand on parle de la gratuité. Il y a des jeunes que nous avons trouvés ici qui quittent leur pays, ils viennent rien que pour aider les malades. Et je trouve cela fabuleux, je trouve cela évangélique et je bénis Dieu pour ces jeunes. Nous qui sommes jeunes, je trouve qu'on peut donner notre temps à des personnes qui en ont plus besoin que nous et c'est un peu notre responsabilité aussi de faire partager notre temps et notre joie de vivre à des personnes qui en ont besoin. Environ 3000 personnes malades et handicapées, hommes, femmes et enfants, venant de tous les continents ont été recensés comme pèlerins de cette 140e édition du pèlerinage à Lourdes. On les rencontre principalement dans des centres d'accueil gérés par les assomptionnistes de l'association Notre-Dame de Salut, accueil Sainte-Bernadette ou accueil Saint-Fray. Là, les malades et handicapés reçoivent gîtes, couverts et assistance, grâce à la disponibilité de tous les bénévoles. Sur le terrain, des rôles et missions différents, mais le même engagement à servir avec charité et amour, bien qu'aujourd'hui, les organisateurs du pèlerinage à Lourdes appellent à un renforcement de leurs effectifs. Tous les services, quels qu'ils soient, sont toujours tournés d'abord vers le malade et ensuite vers les pèlerins. Notre première préoccupation est d'abord de s'occuper du malade, de celui qui souffre, ensuite d'encadrer les pèlerins pour qu'ils fassent un bon pèlerinage. Nous voudrions pouvoir proposer à plus de pèlerins malades ou handicapés de vivre cette rencontre ici à Lourdes. Et évidemment, ce qui dit plus de pèlerins malades ou handicapés, dit plus de pèlerins valides, d'hospitaliers pour les servir. Oui, je lance cet appel. Lourdes vous ouvre grand les bras et il y aura toujours de la place pour tous les pèlerins, que ce soit au service des pèlerins malades et pour la prière, l'un est indissociable de l'autre. À Lourdes, on est frappé par cet élan d'humanité, les valides aidant les invalides et les malades. Acte de foi en un lieu de réconciliation et de paix sous le regard de la très Sainte Vierge Marie. Et c'est fait depuis ce dimanche 29 septembre. Le dernier vol des pèlerins ivoiriens a décollé de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny pour la ville de Médine, qui porte d'entrée du contingent ivoirien en Terre Sainte cette année. Les 450 passagers à bord de l'avion affrété par la compagnie Air Côte d'Ivoire portent à 5600 le nombre total de pèlerins partis pour les différents rites du Hajj 2013 à la grande satisfaction des organisateurs. Et hors de la Côte d'Ivoire, la Guinée est dans l'attente des résultats des premières élections législatives libres du pays qui se sont déroulées dans le calme hier. Malgré les craintes de violence, les électeurs se sont déplacés en masse. Plus de 80% de participation selon la commission électorale qui a 3 jours pour proclamer les résultats provisoires. Le dépouillement des bulletins de vote s'effectue dans un climat de tension. Dans le quartier sensible de Ratouma Centre, le temps monte peu après la fermeture des bureaux de vote. On ne va pas attendre jusqu'à qu'il y ait de cas de fraude. Est-ce que vous comprenez? On ne peut pas attendre jusqu'à qu'il y ait. On est là pour anéantir les cas de fraude. Entre l'opposition et le pouvoir, la méfiance est grande. Dans de nombreux bureaux de vote de Conakry, le dépouillement s'effectue dans un climat de tension. Vous voyez? Au QG de campagne de l'Union des forces républicaines, Sylvia Touré prend connaissance des premières tendances dans la capitale guinéenne. Il est en colère. Il y a énormément de désordre et de mauvaise volonté de la part des chefs de quartier qui ont été impliqués dans le processus alors qu'ils n'étaient pas concernés. L'opposition guinéenne accuse les chefs de quartier et des militaires d'organiser des fraudes au profit des candidats de l'Alliance Arc-en-Ciel. Des accusations que rejette la mouvance présidentielle. Elle affirme avoir remporté en toute transparence les législatives de samedi. Nous sommes très rassurés, nous sommes confiants quant à la mobilisation de nos militants qui sont partis voter massivement. Nous sommes confiants que nous allons remporter la majorité à la future Assemblée. Les résultats provisoires partiels des législatives sont attendus lundi.
Mais d'ores et déjà, la Commission électorale nationale indépendante se félicite de la bonne mobilisation des électeurs guinéens. Terminons par le sport. L'équipe d'Angola a conservé son titre de championne d'Afrique féminine de basketball. Aujourd'hui à Maputo, les Angolaises ont battu les Mozambicaines 64-61 après prolongation en finale de l'Afro-Basket Dame 2013. Les deux équipes étaient déjà qualifiées pour le Mondial 2014 en Turquie. Avec ce titre, l'Angola est champion d'Afrique de basketball chez les hommes et les femmes. Voilà, et sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, a regagné Abidjan cet après-midi après un séjour à New York, aux États-Unis d'Amérique, où il a pris part à la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de votre attention.